la démocratie, on l'a dit, c'est pas simplement le fait de s'exprimer, c'est aussi le fait de respecter les lois, de respecter les règles qui encadrent l'activité, que ce soit des avocats, des journalistes, etc. David Benichai, bonjour, Boker Tov. Bokero. Merci d'être avec nous ce matin. On vous a sollicité parce que c'est demain les primaires du Parti démocrate, dont vous êtes membre depuis la création de ce parti par Yair Golan. Alors d'abord, on a l'habitude de dire que c'est le Likoud uniquement qui est le parti qui organise des primaires. Donc c'est nouveau d'une certaine manière parce que ce n'était pas le cas jusqu'à présent dans les différentes réincarnations. Il y avait le Parti travailliste, il y avait le Parti Meretz. C'est nouveau cette initiative de Yair Golan? Moi, j'ai eu le sentiment, enfin, je sais pas, mais j'ai participé à des primaires, il y a quelques années de ça, au Mifleget Avoda. Donc, ouais, c'est possible. Certain. À l'époque, il y avait Gabay, je me souviens, il y avait, c'est lui qui avait emporté, et puis il y avait un certain nombre d'autres, 6 ou 7 autres candidats. Donc, j'ai le souvenir d'avoir été déjà voté pour des primaires. Alors, Meretz, il me semble que c'était régulier, habituel, qu'il y ait des primaires au sein de Meretz. Mais là, vous me prenez un petit peu en défaut parce que j'ai pas en tête exactement tous les changements. Il y en a eu effectivement beaucoup au sein du Parti travailliste au cours des 30 dernières années. Bien entendu, beaucoup de leaders qui se sont succédés à la tête du Parti travailliste. Aujourd'hui, c'est Yair Golan qui est à la tête. Alors, d'abord, avant de parler de la formation de la liste, Yair Golan, on l'a entendu on l'a dit, on en a même parlé ensemble, monter au créneau, avoir des positions, on va dire, très, très radicales et pas tellement, on va dire, démocratiques, surtout par rapport à des médias, par rapport à la chaîne 14, par rapport à David Zini, il a dit s'il était élu pour servir un Premier ministre, ou c'est-à-dire comme Benyamin Netanyahou, alors nous le limogerons lorsque nous serons au pouvoir. Ce sont des déclarations qui, d'une certaine manière, c'est effectivement le reflet de ce Parti démocrate. Alors, d'une part, je crois qu'il faut séparer plusieurs choses. La toute première chose, et le mot en hébreu, on le connaît, ça s'appelle la mamlartiut, et je le traduis par sens de l'État. Et je crois que les points que soulève Yair Golan ne sont pas des points démocratiques. D'une part, il s'agit de hauts fonctionnaires, donc qui ne sont pas élus, et il s'agit donc de hauts fonctionnaires qui ont pour vocation première et exclusive de servir l'État d'Israël, de servir les citoyens d'Israël. Aujourd'hui, il apparaît qu'aussi bien sur la chaîne 14 que concernant David Zini, avec un nombre de déclarations tout à fait, on va dire, hors sol, tout à fait hors de ses prérogatives en tant que directeur des services de renseignement, qui ont montré que son attachement à l'état de droit et au sens de l'État était pour le moins remise en question. Et Pourquoi, par exemple, lorsque lui-même a dit, il aurait peut-être pas dû le dire, mais le fait qu'il l'ait dit, il a dit très clairement, il a dit notre engagement doit être envers le pouvoir, quel que soit le pouvoir. Il n'a pas dit Benyamin Netanyahou uniquement, il a dit quel que soit le pouvoir. C'est-à-dire qu'il doit avoir loyauté même envers un Premier ministre qui serait élu aux prochaines élections. C'est tout à fait légitime. Je sais, et j'avais écouté votre intervention. Je pense qu'il y a un élément de subtilité dans le positionnement de David Zini. Le fait est que le travail de collaboration au quotidien se fait évidemment avec le Premier ministre, avec le gouvernement là-dessus. Il n'y a pas débat. Mais in fine, ce à quoi le Shabak doit répondre dans son mode de fonctionnement, c'est la loi. Et il a intégré dans sa prise de parole quelque chose qui floutait les frontières entre je rends des comptes au niveau politique, mais je travaille dans le cadre de la loi. Et je pense que c'est sur cette subtilité qu'il y a entre le cadre du fonctionnement du Shabak et le travail en collaboration avec le gouvernement où il a introduit une espèce de flou artistique. Et je crois que c'est ça qui lui est reproché. Les choses doivent être très claires et je pense que ça a été le cas pour le chef de la police à quelques occasions où il a dû rectifier le tir en disant nous on doit répondre à l'état de droit, n'empêche que
il y a des éléments de droit qui font qu'on ne peut pas être ministre de la Sécurité sociale et de définir les règles du recrutement interne, sachant que c'est une ingérence du ministre à l'intérieur des fonctionnements de la police. De la même manière, là, nous avons une ingérence à certains niveaux du patron du Shabak dans un certain nombre de sujets internes au Shabak où il n'a effectivement, il sort relativement de ses prérogatives. Mais son adjoint, par exemple, sur la nomination de son adjoint, sur le fait, ce qui est extrêmement maladroit, d'enlever la Hansacha, c'est-à-dire qu'il y avait à l'entrée des bureaux du Shabak un petit mausolée. D'accord, mais enfin, d'accord. Ça, donc, c'est. on a un directeur du Shabak je vais poser la question autrement. La discrétion de Rollenbar et de ses prédécesseurs. Oui. Et puis l'affaire avec Bardugo, l'affaire avec. Bon, alors je voudrais savoir, est-ce que finalement, parce que c'est un peu le sentiment qu'on a dans la société israélienne, c'est que finalement, Yair Golan, qui était ancien chef d'état-major adjoint de l'armée israélienne, est très virulent dans ses prises de position. On va dire que quelque part, parfois, c'est presque plus à gauche que Meretz, c'est qu'il a une dent, plus qu'une dent, on va dire toute une mâchoire contre le sionisme religieux. Il remet en cause, par exemple, la Mechina de Eli, qui a perdu près d'une trentaine de soldats depuis le début de la guerre. C'est-à-dire, on dirait que et je vais dire ça comme ça, on dirait que Yair Golan, pour l'instant, il fait passer des messages anti plutôt que des messages constructifs concernant l'avenir, c'est-à-dire le plan qu'il a pour l'État d'Israël, les projets que ce parti, qui est un parti nouveau, a pour l'État d'Israël. Vous voyez ce que je veux dire, David ? Oui, j'entends. Alors, je crois qu'il y a aussi des éléments. Enfin, et là, je parle en mon nom. Je suis pas dans le sein des saints du parti des démocrates. Donc, je crois que effectivement, Yair Golan, sachant qu'il devrait, dans le meilleur des cas, avoir 10, 11, 12 mandats, peut-être plus, si on se permet de rêver un petit peu, mais il n'empêche qu'il ne sera pas en position d'édicter les aspects principaux de la gouvernance du prochain gouvernement. Et donc, il y a des positions sur lesquelles il doit d'emblée se positionner. Et donc, il n'est pas dans un état d'esprit, de façon générale, dans ses discours anti, il pointe les limites à laquelle la démocratie doit se positionner concernant toute tentation, toute tentative d'attaquer la démocratie. Lorsque vous avez un organe de presse qui fonctionne sur du fake alors qu'elle a vocation à transmettre de l'information et qu'elle devient quasiment une officine de propagande, l'État a le devoir de se positionner sur cette chaîne et de remettre les choses d'équerre. Donc la démocratie, on l'a dit, c'est pas simplement le fait de s'exprimer, c'est aussi le fait de respecter les lois, de respecter les règles qui encadrent l'activité, que ce soit des avocats, des journalistes, etc. Et donc je crois que c'est bien, c'est une bonne chose pour la démocratie de dire il y a des limites en tant que démocrate et en tant que gouvernant qu'on ne peut pas accepter. Je vous rappelle qu'on avait quand même interdit le parti de Kahana en son temps, qui tout d'un coup est remise en question par le directeur du Shabbat. On ne sait pas très bien qu'est-ce qu'il vient faire dans cette galère, depuis quand le directeur du Shabbat va valider ou invalider le fait qu'on puisse autoriser tel parti kahaniste à se présenter. Donc, on a là la vocation, et je crois que c'est ça, la démocratie ne veut pas dire la permissivité, la démocratie ne veut pas dire le laxisme, la démocratie, c'est d'une certaine manière des règles de droits et de devoirs, notamment face à l'institution justice, face à l'institution état de droit. Alors, je voudrais rentrer un peu plus dans les détails de la composition de cette liste électorale. Alors, on ne sait pas, bien entendu, qui sont les favoris, mais on peut avoir certaines idées. Mais par exemple, lorsque l'on entend un homme comme Naor Narkis, qui s'exprime dans les médias israéliens, et qui, encore une fois, attaque le mouvement sioniste religieux, affirme qu'en fait, des soldats du sionisme religieux sont morts parce qu'ils n'étaient pas suffisamment formés, parce qu'ils font un service militaire partiel. Il y a
Qu'est-ce que vous ressentez? Ça fait partie du message que vous voulez faire passer au sein des démocrates, le message de Nahor Narkis, un message très fractureux comme ça, qui cherche surtout on dirait à salir les autres plutôt qu'à essayer de se mettre en avant dans des projets de construction quand même. Alors bon, bon, évidemment, c'est votre boulot de journaliste, et c'est pas anodin que vous soyez allé chercher Nahor Narkis. C'est pas nécessairement celui que je porte le plus dans mon cœur, Oui. dans ses messages et dans son positionnement, qui est un positionnement une certaine radicalité, une radicalité qui est aussi dictée psychologiquement par le fait qu'il a été extrêmement violenté, qu'il a été rejeté, etc. Donc il y a un positionnement particulier. Faut pas oublier une chose, hein, il y a un certain nombre de candidats. Les candidats, dans leur positionnement, dans leur vision des choses, dans leurs revendications, ne sont pas aujourd'hui les porte-parole de démocratie. Donc, ils sont candidats, ils ont dans leur candidature la vocation à défendre tel ou tel aspect de l'activité du parti ou du moins des sujets sur lesquels ils vont se battre, mais aujourd'hui, il est candidat. J'ai trouvé, il pousse très loin d'une certaine manière sa radicalité laïque, Khiloni, dans une position de clivage et de rejet avec lequel je suis, à titre personnel, pas tout à fait d'accord. Voilà. Donc, alors, venir me chercher son Nahor Narkis pour défendre et qu'il soit représentant d'une quelconque orientation des démocraties, je pense que en l'occurrence, c'est pas le cas. Ok, alors par exemple, on a dit ces derniers temps que d'une certaine manière, le Parti des démocrates, c'était devenu, on va dire, le foyer des responsables de la protestation contre la réforme judiciaire. Je pense en particulier à Moshe Radman Abitbol qui se présente dans cette liste et qu'il y en a plusieurs de ceux qui ont mené, on va dire, ce combat pendant les 9 premiers mois de l'année 2023. Ça c'est vrai, c'est-à-dire ceux qui ont manifesté, ce sont ceux qui voteront, ceux qui ont manifesté, on va dire, pendant ces 9 premiers mois, on va dire, c'est le socle de base de ce parti démocrate? Alors, il y a quelque chose qui s'est opéré indéniablement. Alors, premièrement, je voudrais quand même dire que les gens qui ont manifesté, on est arrivé à des chiffres qui étaient bien au-delà du nombre de gens. Aujourd'hui, je crois qu'on approche 120 000 ou 130 000 encartés. Les gens qui ont manifesté sont plus largement que ce chiffre-là. Parfois, d'un seul, on parle même d'1,5 million à 2 millions de personnes qui, à un moment ou à un autre, sont sorties manifester dans le cadre des mouvements de contestation. Je crois qu'il y a une chose qui est évidente. Premièrement, les démocrates ont joué un rôle pivot dans l'engagement et dans la présence dans le mouvement de contestation. Il y a aujourd'hui un jeune leadership. Et là, on a pris effectivement le cas de Radman, on peut prendre le cas d'Yahya Fink, on peut prendre le cas de Michal Ren concernant les pelotes alternatives, le mouvement féministe, hein, les femmes en rouge. Donc, il y a effectivement, à la fois, c'est des mouvements c'est des leaders qui sont capables d'emmener des personnes à être encartées. Donc, pour le coup, ça fait du Parti démocrate un parti où il y a le plus de personnes qui sont encartées. Et puis oui, effectivement, je pense que c'est un parti qui introduit des gens qui ont des années d'expérience de terrain, de leadership, de capacité. Et je crois qu'ils sont jeunes. C'est un leadership qu'on ne connaît pas à la Knesset, dont on a besoin. On ne peut pas dire que Stav Shapir ait fait des émules, mais en attendant une chose, c'est que ces personnalités-là ont beaucoup donné, ont une vision de ce qu'il faut transformer, changer, réparer, et puis ils ont un charisme incroyable. On a besoin de ça à la Knesset, on a besoin de gens qui sont capables de faire bouger les lignes, de remuer les esprits, et je pense que on va avoir des gens dans cette liste qui seront élus, qui seront, à mon avis, à l'image de Nahama Lazimi, Efrat Reiten et Gilad Kariv, députés qu'on respecte, qu'on admire beaucoup
chez les démocrates. Alors une dernière question, il nous reste vraiment 1 minute. Le fait que vous l'ayez dit vous-même, ce parti devrait être crédité d'environ 10 à 12 mandats dans la prochaine Knesset. Finalement, lorsqu'on parle d'un parti qui est la réincarnation du Parti travailliste, du Mapai historique du Parti travailliste, il n'y a pas peut-être là une forme de frustration ou en soi-même une sorte de nécessité de se dire mais comment on en est arrivé là ? Oui, ça on peut le dire. Je pense que le point, parce que Nekudat Torpa, le point le plus bas est derrière nous. Je pense qu'il y a une reconstruction avec beaucoup de forces vives, mais la cartographie politique a évolué. Elle a évolué plutôt vers la droite. Et aujourd'hui, si on regarde le paysage politique, on a, on va dire, une droite qui va être plus mamlartiste, c'est-à-dire dans le sens de l'État et de servir les citoyens et l'État d'Israël, et puis une droite, ça c'est mon point de vue, c'est le point de vue qu'on partage même au-delà des démocraties, une droite dure, religieuse, plutôt autoritaire, avec les lois qu'on a vues passer récemment, qui sont pour le coup, qui cassent les logiques d'égalité dans le pays. Donc oui, il y a un glissement de la population israélienne face à l'adversité, face aux guerres, face aux conflits, face à la confrontation avec les Arabes, avec les Palestiniens notamment, qui fait que vous avez globalement. Et donc, moi, je vois une gauche qui est en train de reprendre du souffle, qui est en train de reprendre du terrain. Aujourd'hui, elle est légèrement au-dessus de ce que faisaient au plus bas Meretz et Avoda ensemble, et je lui souhaite, dans cette mandature, mais encore plus dans la mandature qui suivra, de continuer à grandir et d'imposer sa vision des choses. Il y a un élément que je dois dire, vous m'interpellez en tant que représentant des démocrates. Je vous rappelle que mon activité principale dans les mois qui vont arriver, c'est la société civile et c'est le fait d'encourager un maximum de gens à voter pour le camp libéral. C'est important pour moi de le rappeler. Ok. Eh bien, vous l'avez mentionné. Merci beaucoup, David Ben Ishai, d'avoir été avec nous ce matin à la veille donc des élections primaires au sein du Parti des démocrates. Bonne journée et bonne consultation électorale demain pour les primaires. À bientôt. Merci, à bientôt.